J'ai préparé un petit diaporama. Voilà. Donc, quand Emmanuel Macron a été élu, ce qui a été les premiers éléments que nous avons eus, c'est un enthousiasme remarquable. Les Français, les médias ont salué ce nouveau président jeune et tout ce que vous voulez. Donc il a porté l'espoir d'une grande majorité des Français et les autres étant dans l'expectative parce qu'on ne peut pas souhaiter l'échec d'un président, mais on attend avec quand même un petit peu d'espérance que les choses changent. Donc il a été porté par une vague d'espoir et la question qui se posait c'est qu'est-ce qui se passera si cet espoir est déçu. Donc pour accomplir de grandes actions, pour accomplir de grandes réformes, traditionnellement, classiquement, on dit que ces réformes doivent être faites dans les 100 jours. Alors, passé cette période de lune de miel, tout devient plus difficile parce que les résistants ont le temps de s'organiser. On sait à peu près ce que va faire le nouveau président, ce qu'il a fait, on tâte son courage, ses résistances, et les personnes qui s'opposent à cette politique ont le temps de s'organiser, et ça devient de plus en plus difficile au fil du temps de faire des réformes. Donc cette période de 100 jours est capitale. Et là nous sommes en septembre, nous sommes à un peu plus de 100 jours de l'élection du nouveau président. Donc les réformes qu'il a lancées sont des réformes sur l'éducation, sur la fiscalité avec l'abolition sélective de la taxe d'habitation, l'augmentation de la CSG, certaines réductions de crédits tout de suite après avoir été élu au sein des fonctions régaliennes dans l'armée ou dans la police. Il a changé aussi, il a lancé des réformes dans l'éducation nationale. Donc ces petites réformes ont déjà entraîné des réactions, puisque le 12 septembre il y avait une manifestation et hier il y avait aussi une manifestation qui était à l'initiative de France Insoumise. Donc les manifestations commencent et les résistances commencent. Bon, les manifestations pour l'instant n'ont pas eu un succès extraordinaire, même si Mélenchon dit qu'il a rassemblé plus de 250 000 personnes. Cela dit, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des manifestations contre le CPE. Les manifestations contre le CPE ont commencé avec très peu de monde et ont fini avec des millions de personnes dans la rue et le CPE est abandonné. Donc c'est un bras de fer qui va commencer et celui qui va triompher, on va dire, c'est celui qui est le plus tenace. La ténacité en politique, comme à la guerre d'ailleurs, c'est un élément clé de la réussite. Alors, nous avons quand même des points communs avec le système de 1780, ce qui s'est passé en 1774 quand Victor Hugo est arrivé, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un système qui est à bout de souffle, avec des vices qui semblent inhérents et incorrigibles, et qui nécessitent aussi des réformes énergiques et profondes. Donc c'est un petit peu ce qu'attend le pays, ces réformes énergiques et profondes. Nous avons l'arrivée d'hommes neufs, puisque Macron a été présenté comme un homme neuf, donc on va lui donner acte de ça, on va dire oui, c'est un homme neuf, on va le prendre comme ceci. Et puis l'opinion publique est exaspérée par la situation du pays, donc on sent quand même au sein de l'opinion publique une certaine tension et une attente à des promesses, à la réalisation des promesses et une attente pour de la nouveauté. Donc, quand Turgot est arrivé au pouvoir, c'était un petit peu ces conditions-là. En 1774, quand Louis XV est mort, Louis XV n'a pas laissé beaucoup de regrets parce que au départ on disait c'est Louis le bien-aimé, puis à la fin c'était pas tout à fait ça. La situation de la France n'était pas bonne les Français attendaient que quelque chose se passe. Donc, quand Louis XVI est arrivé, lui aussi est arrivé porté par une vague enthousiaste. Et en 1774, quand il est monté sur le trône, il avait 20 ans. Entre parenthèses, il est né le 23 août, comme moi. Alors j'espère que je finirai pas comme lui. Donc, Louis XVI, on disait qu'il était ami des réformes. Donc on dit aussi de Macron qu'il est ami des réformes. C'était quelqu'un d'intelligent, c'était quelqu'un de cultivé, c'était quelqu'un qui était passionné par les sciences, et en particulier la botanique. Il était aussi passionné de géographie, en particulier de géographie maritime, il savait tracer des cartes, etc. Et puis il était passionné de technique et de mécanique, puisque c'était un excellent horloger. Alors on s'est beaucoup fichu de lui parce que c'était un excellent horloger, un serrurier, parce que c'était un excellent serrurier. Ce sont mes amis suisses qui sont là, qui m'ont fait faire ce lapsus. Donc c'est un excellent serrurier, et
Et à l'époque, les serruriers étaient une profession qui était extrêmement valorisée. Donc il ne faut pas prendre Louis XVI pour un benet, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, cultivé et capable. Donc Louis XVI appelle, ami des réformes, appelle Turgot. Et le 24 août, il nomme Turgot contrôleur général des finances. Alors Turgot est un encyclopédiste, c'est quelqu'un qui est tolérant, la tolérance religieuse, etc. Et puis surtout, il fait partie des physiocrates. Les physiocrates, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais je vous ai mis à l'écran leur devise, en quelque sorte, qui est laisser faire, laisser passer, le monde va de lui-même. Alors laisser faire, laisser passer, ça n'a rien à voir avec une anarchie ou un quelconque laisser aller. Laisser faire, c'est laisser les individus échanger librement entre eux, et laisser les individus passer des contrats librement entre eux. Et laisser passer, c'est laisser passer les marchandises. Ça n'a rien à voir avec un laisser aller où tout le monde une anarchie comme on voudrait le faire croire. Alors le monde va de lui-même, ça veut dire que bon, le gouvernement central n'a pas de raison du tout d'ailleurs d'intervenir dans l'économie. Les physiocrates ne remettaient pas en cause la monarchie absolue, mais les physiocrates demandaient la libre circulation des marchandises et les gens et personnes. Donc ils avaient une philosophie qui demandait d'un côté la liberté économique, autant qu'on pouvait la demander au XVIIIe siècle, et de l'autre côté, ils étaient royalistes comme tous les Français de l'époque. Donc ils ne remettaient pas en cause la monarchie absolue. Alors Turgot avait de la science politique, science économique une certaine expérience, puisqu'il avait déjà gouverné, il avait été gouverneur du Limousin, c'est ça si je me souviens bien. Et donc il avait à cette époque-là aboli la corvée, il avait vu de visu comment il avait pu tester et voir comment les choses marchaient mieux quand l'État n'intervenait pas. Donc, la première chose qu'il demande, le contrat des finances qui était avant Turgot, qui s'appelait l'abbé Terré, avait proposé que la France soit mise en banqueroute parce qu'elle devait encore 22 millions de livres, c'est le déficit de l'époque, et la France ne pouvait pas payer. Alors, quand Turgot est appelé, il a dit point de banqueroute, point d'augmentation d'imposition et point d'emprunt. Alors ça, ces trois mots pourraient aussi faire partie d'un programme actuel, point de banqueroute, point de nouvelles impositions et point d'emprunt. Donc il suggère un plan plus simple, et ce plan c'était essentiellement de faire des économies. Et il disait au roi Louis XVI, si l'économie n'a précédé aucune réforme n'est possible. Si l'économie n'a précédé, aucune réforme n'est possible. On ne peut pas réformer si on ne veut pas assigner les finances et si on ne veut pas des économies sur le train de vie de l'État et sur les dépenses publiques. Donc, il a encouragé Louis XVI à poursuivre les réductions des dépenses de la cour. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On s'est retrouvé dans une situation assez exceptionnelle, puisqu'on avait d'un côté un ministre qui était réformateur, d'un autre côté qui était soutenu par son roi, et le roi, c'était à l'époque, il avait un pouvoir considérable, et un peuple qui attendait quelque chose. Donc, il y avait trois éléments importants et intéressants pour que des réformes aient lieu. Alors, le Turgot, qu'est-ce qu'il a fait en gros dans les 100 premiers jours? Donc, Turgot envisageait une réforme de la ferme générale, mais il n'a pas fait ça au début. Au début, il a fait des réformes plus petites, c'est-à-dire qu'il s'est contenté d'imposer de nouvelles conditions au renouvellement des baux, des fermiers généraux. Il a fait en sorte que les employés soient plus efficaces. Il a demandé la suppression des abus des croupes. Alors, les croupes, c'est le nom donné à une certaine classe de pension. Ensuite, Turgot a annulé certains fermages et puis il a modernisé le service de diligence. Il a levé les prohibitions sur le transport des vins entre Bordeaux et Marseille. Il a alloué une dotation sur le perfectionnement de la navigation intérieure. Et puis il a obtenu également la libération de la vente d'huile de pavot et la simplification de la marque des fers, qui était un système prohibitif sur l'importation et l'exportation de fer. Alors, et puis enfin, il avait la suppression du monopole de l'Hôtel-Dieu pour la vente des viandes durant le carême. Alors ça, ce sont des petits détails qu'il a fait dans ces 100 premiers jours, mais dans les 100 premiers jours, il a fait quand même une réforme importante qui était la libéralisation du commerce des grains. Alors, le 13 septembre 1774, donc il a été appelé le 24 août, et le 13 septembre, le décret du Conseil du roi, signé, organisait le libre-échange dans le commerce des grains.
Alors sous l'Ancien Régime, il faut savoir que on pensait que les récoltes des grains étaient globalement suffisantes pour la consommation nationale. Et donc l'exportation des blés et des farines était en général interdite. Enfin que d'une année d'abondance, puisqu'on passait une année de disette. Ce qui se faisait, il y avait le système organisé des stocks dans des greniers, dans des silos, on stockait les grains et le principe était que s'il y avait une année de disette, à ce moment-là, on remettait les grains en circulation. C'était le système c'était l'administration des blés du roi qui avait été mis en place par Louis XIV. Donc ce système ne fonctionnait pas très bien. Le commerce intérieur était soumis à plusieurs entraves qui étaient les péages, les douanes provinciales, et les difficultés de communication, parce que les routes n'étaient pas terribles, et l'octroi. Donc ça ne marchait pas très bien. Et ce qui fait que, en plus, il y avait les conditions de conservation qui n'étaient pas très bonnes, puisque les grains pouvaient être rendus impropres à la consommation quand les besoins arrivaient. Et enfin, il y avait aussi la mauvaise gestion par les fonctionnaires de l'époque qui ne faisaient pas très attention, voire ce qu'on appelait les agéoteurs, qui gardaient les grains qu'en période d'abondance, et ensuite pour faire monter les prix, et ensuite ils les remettaient sur le circuit à prix élevé. Donc c'est un système qui ne marchait pas bien. Et tout le monde savait, non, Turgot pensait qu'en libéralisant le commerce des grains, on pouvait, en laissant circuler ces marchandises, mettre fin à la pénurie de grains et aussi faire circuler le commerce et dynamiser le commerce. Donc malheureusement, quand Turgot a fait sa réforme, nous avons eu en 1775 des difficultés qu'on appelait une crise, parce que le prix du blé s'est mis à monter parce que les récoltes n'étaient pas bonnes. Alors que c'est sûr que quand Turgot d'un côté libéralise le marché des grains et d'autre côté quand les gens voient que le prix des grains monte et ils ne se posent pas trop de questions, ils pensent que c'est la libéralisation du marché des grains qui a provoqué la montée des prix, alors qu'il y avait les mauvaises récoltes, les agéoteurs, etc. Cela dit, Turgot a tenu bon et Louis XVI a soutenu Turgot, c'est-à-dire qu'il y a eu des émeutes, c'est ce qu'on appelait la guerre des farines, et donc Louis XVI a fait intervenir entre autres l'armée pour arrêter les émeutiers. Et tout est rentré dans l'ordre. Malheureusement, le système de Turgot avait été en quelque sorte décrédibilisé, puisque les Français avaient pu constater, je libéralise le commerce des grains, les prix montent, donc c'est pas bon. Alors bien que le roi ait tenu bon sur le commerce des grains, l'effet escompté tant économique que sur la population, qui devait avoir sa condition de vie améliorée avec des grains et des farines en permanence abondantes et à un prix faible, ça ne s'était pas passé comme ça, parce qu'il y avait un mauvais concours de circonstances. Donc, on peut considérer que la libéralisation du commerce des grains n'a pas été vraiment une victoire pour Turgot, puisque l'effet escompté n'a pas été à la hauteur, et il a fallu mettre fin à des émeutes. Donc ça, le peuple, les gens garderont le souvenir de ces émeutes. Après les 100 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, c'est ce qu'on appelle les 6 édits de Turgot. Donc, on va parler que de 2 édits, qui est la suppression des jurants des maîtrises, ce qu'on appelle les corporations, et la suppression de la corvée royale. Alors, les corporations, c'est un système qui remontait très 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 loin dans le temps, puisqu'on fait remonter à la conquête romaine par la Gaule. Et les corporations des métiers sont des associations obligatoires dans lesquelles sont intégrés tous les artisans, tous les commerçants d'un même métier. Alors chacune a ses statuts, c'est-à-dire qu'il a son règlement qui fixe les conditions d'entrée qui fixe les conditions d'entrée dans la corporation, dans le métier, et les règles à suivre pour la production et pour la vente. La corporation avait intérêt à se protéger pour pouvoir garder un certain monopole dans la production des services.
L'inconvénient qu'il y a, c'est que les corporations ne permettaient pas la concurrence. Elles ne permettaient pas non plus à un grand nombre de personnes d'accéder à un métier, puisque il y avait des stades qui pouvaient durer plusieurs années pour rentrer dans le métier. Après, les corporations avaient été faites donc pour protéger les personnes qui exerçaient ce métier. Elles leur donnaient aussi un certain statut social. Et il faut savoir que dans l'Ancien Régime, le statut social, c'était important. Et enfin, les corporations avaient aussi pour rôle de régler les conflits entre les apprentis, les maîtres, les ouvriers, de façon à ce que qu'on pensait à cette époque-là, de façon à ce que les uns n'écrasent pas les autres. Donc les corporations avaient été construites sur une longue période. Et Turgot, lui, pensait que les corporations, en mettant fin à la concurrence, ce n'était pas bon pour l'économie. Donc quand il prend son édit, il écrit « Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme. Et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. » Alors on retrouve un peu de Bastiat dedans, puisque tout homme est propriétaire du fruit de son travail. Donc Turgot disait la même chose. Mais à l'époque, aucun ministre n'avait jamais parlé comme ça. Et les corporations qui étaient établies depuis des siècles, qui pensaient inébranlables, étaient en passe d'être abolies. Ça, c'était une véritable révolution. Donc, une petite parenthèse, on l'entend tout le temps, et même dans ce congrès, on l'a entendu aussi, que est-ce qu'on peut réformer, est-ce que le temps que ça prend, etc. Mais il ne faut jamais désespérer. Des institutions établies solidement depuis des centaines d'années peuvent être réformées. Une condition, c'est que les gens y adhèrent, et ensuite il faut une volonté politique. Donc, la fin des corporations n'a pas eu non plus l'effet positif escompté. Par exemple, quand l'État est intervenu, ils ont fait l'inventaire des biens des corporations et puis ils ont vendu aux enchères. Ça a fait un peu désordre dans le système. Donc on a dit il y a quelque chose qui sous-tend les intentions de Turgot. C'est pas que ça. Voilà. Donc ça n'a pas été le succès escompté. Alors l'édit de Turgot a été révoqué en 1776, en mai, et il faudra attendre le décret Allard et la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 pour abolir les corporations. Cette loi interdisait les syndicats ouvriers, mais par contre les syndicats ouvriers ont été autorisés par la loi Waldeck-Rousseau en 1884. Par contre, en 1791, les clubs patronaux avaient continué à exister. Alors l'abolition des corvées. La corvée royale, c'était un impôt qui était le plus typique de l'Ancien Régime, puisqu'il avait été mis, il était ancien, mais il avait été mis en place de façon très effective par Louis XIV. Donc il s'agissait d'une charge fiscale en nature. Et elle était effectuée par des roturiers. Elle était arbitraire. Elle était arbitraire et elle n'était pas égale. Certaines généralités, comme la généralité du Languedoc, ne l'appliquaient pas. Et Turgot l'avait abolie dans sa ferme du Limousin. Il y avait des gens qui étaient exemptés. C'est-à-dire qu'une instruction de 1738, par exemple, disait que les nobles, les ecclésiastiques et leurs domestiques, les habitants des villes, les septuagénaires, les instituteurs, les bergers de grands troupeaux, les propriétaires de terres nobles, de moulins nobles, en étaient exemptés. Donc les ruraux, la corvée royale reposait essentiellement sur les ruraux, qui étaient corvéables entre une distance de 2 et 4 lieues de leur domicile pour une durée de 6 à 30 jours, et elle servait à entretenir les routes. Et la corvée royale a été abolie plus tard et la corvée seigneuriale a été abolie en 1789. Alors, les physiocrates considéraient que la corvée royale était néfaste parce qu'elle était néfaste à l'agriculture et puis parce qu'elle était peu performante, bien parce que les personnes qui travaillaient à ces routes n'étaient pas des professionnels des routes et les routes n'étaient pas forcément de bonne qualité. Quoique quand on lit d'autres papiers dans lesquels on dit que la corvée royale a permis de doter la France d'ouvrages d'art et de routes de bonne qualité. Donc ça je laisse chacun apprécier. Quand Turgot a voulu supprimer la corvée royale, son idée c'était de la remplacer par une taxe en argent. C'est ce qu'il avait fait dans Limousin. Et il s'était rendu compte que c'était beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant. Et ça aussi, remplacer la corvée royale qui datait de, on va dire, effective depuis Louis XIV, donc ça fait quand même quelques centaines d'années aussi, avait, pour avoir une
impôt en argent était aussi une innovation révolutionnaire. Donc là aussi, ils ne croyaient pas que parce que la France est communiste depuis quelques dizaines d'années, ou socialiste pour ceux qui préfèrent, ça ne va pas changer. Donc la réforme est toujours possible. Alors bon, c'est sûr que la réforme de Turgot de l'abolition de la corvée royale avait aussi des détracteurs, comme la libération de la circulation des grains. En particulier, on disait que ça allait mettre fin au système de classe, tout le monde allait se mélanger, on ne ferait plus de différence entre le bourgeois, le paysan, le noble, etc. Et puis faire payer le noble clergé, tout ça c'était des choses qui n'étaient pas dans les mœurs de l'époque. L'intéressant dans cette réforme-là, c'est qu'il voulait faire participer tous les Français à l'impôt. C'est-à-dire que ça brisait en fait l'ordre social de l'Ancien Régime qui était un ordre de classe. Alors, quand je lis ça, je souris toujours parce que on pense que l'Ancien Régime était un ordre de classe avec le clergé, la noblesse et les tiers-états, et on pense que la France aujourd'hui, il y a une égalité devant l'impôt, qu'il n'y a plus de loi privée, qu'il n'y a plus de privilèges, et qu'il n'y a pas de classe. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque l'égalité devant l'impôt dont rêvait Turgot n'a toujours pas été accomplie au XXIe siècle par la France. Vous avez des centaines de niches, je crois qu'il y en a 400, vous avez 360 impôts que tout le monde ne paie pas, donc vous avez une multitude de classes privilégiées qui ont leur système. Alors ce n'est pas aussi flagrant que le clergé, la noblesse de tiers-état, mais ça existe quand même, ça a été reproduit à une échelle un peu inférieure. L'idée favorite de Turgot, c'était quand même de créer, de remplacer les impôts indirects par un impôt sur l'immobilier. Bon, il n'a pas pu le faire non plus. Donc ces deux principales réformes, qui étaient l'abolition des jurandes, le commerce des grains et puis la suppression de la corvée royale, ne sont pas vraiment passées. Louis XVI avait les parlements s'étaient opposés à ces édits, et Louis XVI avait dû descendre lui-même en un lit de justice, c'est-à-dire qu'il était descendu au Parlement en majesté en disant bon, maintenant c'est fini, vous signez. Alors ça avait été passé aussi, mais ce n'avait pas été vraiment accepté sur le fond, puisqu'il fallait un lit de justice du roi pour imposer la réforme de Turgot. Mais enfin, le roi n'avait pas failli, il avait soutenu son ministre, c'est déjà pas si mal. Donc, il faut savoir que les édits ont été proposés en janvier 1976 et que Turgot a été limogé le 12 mai 1976. Donc ça a duré 5 mois. Je propose mes édits, je les impose par un lit de justice, je te vire 5 mois. Et ça a été la fin de Turgot. Donc, Turgot avait beaucoup d'ennemis parce que les réformes qu'il a faites, ont allé vraiment à l'encontre de la base même de l'Ancien Régime, que ce soit l'imposition, les jurandes, les greniers, le système de greniers pour stocker les blés, l'absence de libre commerce des graines, pardon. Tout ça, ça allait quand même contre le fonctionnement de l'Ancien Régime. Alors il ne voulait pas faire tomber l'Ancien Régime, il ne voulait pas faire tomber la royauté, mais il pensait que par ces réformes, la France allait être, on va dire, régénérée, pour prendre un terme actuel, et que le roi allait sortir la France de la difficulté dans laquelle il était, et que la monarchie pourrait continuer dans une France libre économiquement avec un monarque. Il faut dire que les réformes de Turgot avaient obtenu un certain succès au point de vue financier, puisque le déficit avait été considérablement réduit. Il avait réussi à emprunter à 4% juste avant d'être limogé, l'emprunt d'État. Alors à l'époque, c'était pas du zéro, hein, c'était comme ça. Mais il faut savoir qu'avant, on ne prêtait pas. Donc c'était un progrès. Malheureusement, la dette, les difficultés financières du budget de l'État étaient telles que ça n'a pas suffi. Et le fait que ces réformes n'aient pas eu l'effet escompté, les gens n'en ont pas vu le fruit. Donc comme ils n'en voyaient pas le fruit, ils ne voyaient pas l'utilité, ils pensaient qu'elles étaient nocives. Alors que fondamentalement, ce n'était pas exact. Donc les parlements, bien entendu, étaient opposés à Turgot. Les parlements initialement, les parlements devaient, de manière très simple, entériner les lois, les décrets du roi. Mais après, petit à petit, les parlements se sont constitués en une sorte de contre-pouvoir de la monarchie. Après, il y avait la cour. La cour,
la reine, les princes du sang, etc., qui, quand on réduisait le budget de la cour, parce que c'était bon, pas forcément des gens qui avaient l'habitude de travailler, donc quand on réduisait le budget de la cour, on réduisait leurs émoluments, leurs avantages, tout ce qu'on veut, donc ils n'étaient pas non plus pour Turgot. Le clergé, alors il faut savoir que Turgot était pour la liberté de conscience, le retour des protestants, il voulait aussi améliorer le sort des petits prêtres et des vicaires et supprimer certains monastères, donc et puis surtout il voulait faire payer le clergé, donc ça ne plaisait pas du tout à l'église. L'église était puissante à l'époque. Après les artisans et commerçants, bien évidemment, à partir du moment où l'on touchait à leur jurande, ça ne leur plaisait pas du tout, donc ils étaient aussi opposés à Turgot. Et puis les financiers, les prêteurs de la royauté, comme le budget est tout le temps en déficit, tous ceux qui prêtaient à des taux élevés au budget se retrouvaient, si le budget était sain, ils perdaient un petit peu leur gagne-perte, donc ça ne leur plaisait pas. Ça leur plaisait pas. Les détenteurs d'office, l'armée, parce que Turgot s'était opposé à l'augmentation du budget militaire, en particulier il s'opposera à l'aide à l'insurrection américaine en 1776, parce qu'en disant que la France n'a pas les moyens de le faire. Et puis après, Turgot avait des rivaux. Il avait Necker, par exemple, qui a été présenté comme son principal rival et qui a pris une petite parenthèse d'un contrôleur général des finances dont j'ai oublié le nom. C'est lui qui prendra la suite de Turgot. Donc il y avait tout ce monde-là qui était contre Turgot. Ce qui fait que quand il a été, en 1776, bon, le roi qu'il avait soutenu, quand il a vu arriver sur son bureau, pour faire simple, toutes les remontrances qu'il y avait contre Turgot, et bien, il lui a dit, Monsieur Turgot, eh bien, je suis désolé, je vais me passer de vos services. Alors, qu'est-ce que, quand Turgot a été renvoyé, la corvée royale a été rétablie, août. Donc, les édits, c'est janvier, il est, on va dire, renvoyé en mai, et la corvée royale est rétablie en août. Donc, ça a été très très vite fait. On peut dire que c'était une parenthèse, en fait, là, Turgot. Et par contre, il y a une ordonnance du 27 juin 1787 qui a définitivement supprimé la corvée des grands chemins. Cela dit, à 1797, on est à 2 ans de la Révolution. D'où la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Turgot avait réussi? Alors après, on peut tirer des plans sur la comète, donc on va aborder la chose un petit peu différemment. D'abord, la Révolution a repris une partie des œuvres de Turgot. De toute façon, ce n'est pas étonnant, puisque la Révolution, au départ, en 1789, a été portée par des idées libérales. La Déclaration des droits de l'homme porte assez les idées libérales, après la Révolution a mal tourné. En 1776, l'Ancien Régime paraît encore solide. Même s'il y a des difficultés, même si le budget est en déficit, même s'il y a la guerre extérieure, même s'il y a des crises alimentaires, l'Ancien Régime paraît solide. Et la royauté paraît solide aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les physiocrates, personne ne me remet en cause la royauté. Pourtant, le 24 janvier 1793, on coupe la tête du roi. Et en 1789, il y a eu une révolution. Un système qui paraissait inébranlable, avec un système qui paraissait inébranlable, est tombé en quelques mois. Et le roi a été guillotiné très vite après. Et puis ça a été cela pour que le retour à ce qui s'était avant ne soit pas possible. C'était un grand table rase du passé. Le 4 août 1789, les privilèges ont été abolis et les corporations en 1791 ont été abolies, comme je vous ai dit aussi. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on avance vers une révolution? Je vous ai mis quelques citations de Bastia, elles sont un petit peu longues, donc je vais vous laisser les lire tranquillement. Parce que Bastia, dans ses ouvrages, parle assez souvent de révolution. Il ne parle pas, enfin je n'ai pas lu le mot guerre civile dans l'œuvre de Bastia, mais compte tenu du contexte, Bastia a connu 1830, il a connu 1848, il n'a pas connu 1789, mais c'est très frais dans les mémoires. Donc à cette époque-là, on dirait la violence révolutionnaire n'est pas oubliée. Et pour Bastia, c'est quelque chose qui est important. Et Bastia, dans le texte que je vous ai mis sous les yeux, s'étonne de la résilience des populations. En gros, il demande, avec tout ce qu'on vous fait comme misère, mes pauvres amis, pourquoi ne vous êtes-vous pas révoltés plus tôt? C'est ça qui est la question qu'il pose.
On pourrait se poser la même question avec les Français aujourd'hui. Mes pauvres amis, avec tout ce que vous avez pris sur la tête pour rester poli, pourquoi ne vous révoltez-vous pas? C'est aussi une question d'actualité. Alors, faut-il s'étonner que la souffrance soit cause d'une révolution? Ça, c'est toujours du Bastiat. Et là, ce qu'il il dit, en gros, c'est que quand l'État se mêle de tout, l'État va être rendu, c'est une autre citation, l'État va être rendu responsable de tout, et les gens n'auront d'autres solutions que de se révolter contre lui. Parce qu'en fait, quand l'État sort de ses fonctions, qui sont d'assurer la sécurité et la sûreté des droits naturels, qui sont la liberté, la propriété et la personnalité, et qu'il se mêle de gérer les infortunes, assurer des retraites des travailleurs, etc. Il sort de son rôle, il crée des faux droits. Et nous avons un État qui est un État spoliateur, avec une spoliation qui est légale, et la loi est pervertie, et à ce moment-là, l'État tout le monde vit, comme il dit, l'État c'est une grande fiction au travers de laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Et donc, si l'État se mêle de tout, à part la révolution, il n'y a pas trop ce qu'on pourrait faire pour le changer. Oui. De la remettre? Oui. Ah oui. Alors, résilience. On se plaint des tendances révolutionnaires des hommes. Assurément, on n'y réfléchit pas. Quand on voit, chez un grand peuple, les services privés envahis et convertis en services publics, le gouvernement s'emparer du tiers des richesses produites par les citoyens, alors là c'est le tiers, alors maintenant on a dépassé ça, hein. La loi est devenue une arme de spoliation entre les mains des citoyens eux-mêmes, parce qu'elle a pour objet d'altérer, sous prétexte de l'établir, l'équivalence des services. Quand on voit la population et le travail législativement déplacés, un abîme de plus en plus profond se creuser entre l'opulence et la misère, le capital ne pouvant s'accumuler pour donner du travail aux générations croissantes, des classes entières vouées aux plus dures privations. Quand on voit des gouvernements, afin de pouvoir s'attribuer le peu de bien qui se fait, se proclamer mobiles universels, acceptant ainsi la responsabilité du mal, on est étonné que les révolutions ne soient pas plus fréquentes, et l'on admire les sacrifices que les peuples savent faire à l'ordre et à la tranquillité publique. Alors, toute ressemblance avec les faits actuels n'est pas fortuite. Vous avez, alors aujourd'hui les dépenses publiques c'est 57% du budget, les prélèvements obligatoires 44%, je crois que c'est ça de tête, et à 30%, ce pauvre Frédéric Bastiat se demandait mais pourquoi les gens ne se révoltent pas. Donc l'abîme de plus en plus profond qui se creuse entre l'opulence et la misère, ça c'est la vache à lait on va dire des socialistes, les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Mais Bastiat vous dit attendez, c'est pas parce que c'est pas le libéralisme qui vous fait ça, c'est parce que c'est dans l'étatisme et parce que vous voulez mêler de tout que vous créez l'injustice. C'est pas l'inégalité qui dit Bastiat, c'est différent, on peut faire le débat aujourd'hui, mais ça crée l'injustice. Donc voilà, alors à la fin il dit mais les gens, les gens n'ont d'autre solution que se révolter. Je vais vous lire celle-là aussi. Alors, faut-il s'étonner que chaque souffrance soit une cause de révolution? Quel est le remède qu'on propose? C'est d'élargir indéfiniment le domaine de la loi, c'est-à-dire de la responsabilité du gouvernement. Alors un gouvernement responsable, déjà il faut le trouver, parce que la responsabilité devant l'électeur, c'est un leurre. Le gouvernement n'est responsable de rien, il vote des lois et puis ils s'en vont et puis les autres se débrouillent avec. Et les Français subissent. Alors, mais si le gouvernement se charge d'élever et de régler les salaires et qu'il ne le puisse, s'il se charge d'assister toutes les infortunes et qu'il ne le puisse, s'il se charge d'assurer des retraites à tous les travailleurs et qu'il ne le puisse, s'il se charge de fournir à tous les ouvriers des instruments de travail et qu'il ne le puisse,
s'il se charge d'ouvrir à tous les affamés d'emprunt un crédit gratuit, on y est, hein, et qu'il ne le puisse. Si, selon les paroles que nous avons vues avec regret échapper à la plume de Lamartine, l'État se donne la mission d'éclairer, de développer, d'agrandir, de fortifier, de spiritualiser, de sanctifier l'âme des peuples, et qu'il échoue, on ne voit pas qu'au bout de chaque déception, hélas plus que probable, il y ait une non moins inévitable révolution. Là aussi, l'État vous promet du travail, vous avez 6 millions de chômeurs, hein, toutes catégories confondues. L'État vous promet des retraites, et vos retraites, aussi, il y a quelques retraités dans la salle, mais les autres, c'est pas sûr qu'ils en aient une. Et puis les générations futures, d'abord, il faudra qu'elles épongent la dette que les générations actuelles sont en train de leur laisser sur les épaules. Donc leur retraite et le reste, c'est pas sûr qu'ils les aient. C'est même certain qu'ils les auront pas. Donc voilà. C'est toujours, et ça c'est toujours d'actualité. Voilà. Alors maintenant on va vers Tocqueville. Ce n'est pas toujours en allant de mal en pis que l'on tombe en révolution. Il arrive le plus souvent qu'un peuple qui avait supporté sans se plaindre, et comme s'il ne sentait pas les lois les plus accablantes, les rejette violemment dès que le poids s'allège. Alors ça c'est un peu différent. Ça veut dire que quand on réforme, en gros ça veut dire que si vous instaurez un régime qui est pesant sur les épaules des gens, ils ne vont pas se révolter, pas ça pèse. Et après, si vous allégez un petit peu, ils vont se révolter, parce qu'ils auront suffisamment de force pour se révolter. Donc en gros, ça veut dire, si vous devez faire une réforme, faites-la complètement, parce que si vous la faites un petit peu, vous aurez une révolution. Mais si vous la faites complètement, vous aurez beaucoup de chances que les gens récupèrent et sentent l'intérêt des réformes pour eux. À ce moment-là, il est possible qu'il n'y ait pas de révolution. On pourrait le prendre différemment, on pourrait le prendre aussi en disant, bon, si vous voulez que le peuple soit charge, maintenez-lui une charge sur le dos, le joug sur le dos. Mais je ne pense pas que ce soit le sens. Donc, par contre, ça, c'est un petit peu ce qui est arrivé à Turgot, puisque ce pauvre homme a fait des réformes, et ces réformes n'ont pas eu le succès escompté, et donc il n'a eu que 2 ans pour les faire, et il a été viré. Alors, il est important aussi de définir ce qu'est une révolution. Alors pour nous Français, il est évident que la révolution, nous sommes tous marqués par la révolution de 1789, et nous pensons que la révolution correspond à la première définition, c'est-à-dire que la révolution aboutit à un changement brutal, à une émeute de la violence, des guerres civiles ou la guerre étrangère. Nous sommes un petit peu marqués par cet accident ou cet événement historique qui était notre révolution, qui est une révolution violente et sanglante. Heureusement, toutes les révolutions ne le sont pas. Je ne sais pas si vous avez lu. Voilà. Alors, entre 1789 et 2017, il y a quand même des similitudes. C'est-à-dire que la société est divisée. Autrefois, elle était divisée en classes. Les nobles, le clergé, le tiers-état. Et puis il y avait, entre cette société divisée, des conflits. Les uns paient les impôts, les uns ne le paient pas. Les uns font la corvée, les autres ne le font pas. Les uns vont à la guerre, les autres n'y vont pas, etc. Donc c'est une société divisée. Et une société divisée est une société qui est potentiellement conflictuelle, parce que ce que l'on prend aux uns, pour donner aux autres, ça passe pas toujours. Alors pendant longtemps, le système des 3 classes a été à peu près équilibré, mais ça s'est très vite déséquilibré, puisque la société évolue, et si les structures restent rigides et sclérosées, ça n'évolue pas. Un des éléments, la société peut être divisée aussi quand elle se divise en communautés qui ne sont pas forcément des classes, comme l'Ancien Régime. Mais quand vous avez, comme dit tout à l'heure, des communautés de Français qui vont payer telle catégorie d'impôts, des communautés de Français qui ne vont pas le payer, on disait hier que la population active, les entrepreneurs, les entreprises, ceux qui produisaient, payaient, supportaient l'essentiel des prélèvements obligatoires. Donc on se retrouve en fait dans une situation comme dans l'Ancien Régime où une partie de la population paie pour les autres. C'est une sorte de raquette fiscale en fait. Et la société est divisée aussi en communautés. Nous avons, on en parle tout le temps, nous avons des minorités qui arrivent en France, et c'est aussi un problème qu'il faudra regarder. Donc, quand les sociétés sclérosées, il y a quelque chose qui se passe, les éléments les plus dynamiques sont bloqués.
En 1789, avant 1789, comme je disais au petit déjeuner, il y avait quand même une certaine croissance économique, malgré les difficultés de l'État et tout ce qui pouvait se passer. Et il y avait une catégorie de personnes qui avait émergé, c'était les bourgeois, la bourgeoisie. La bourgeoisie a émergé, et la bourgeoisie était une classe, une catégorie sociale, qui était sclérosée entre les trois. Donc elle n'avait pas sa place, c'est l'élément dynamique qui était bloqué. Elle avait un certain pouvoir économique, mais elle n'avait aucun pouvoir politique. Elle subissait beaucoup, mais elle n'était pas elle était un moteur de l'économie, mais elle ne pouvait pas être un moteur de l'évolution politique du pays. Donc ça a été bloqué, et cette bourgeoisie a été un des moteurs de la révolution de 1789. Peut-être que si la bourgeoisie, avec Turgot, avait réussi à avoir on va dire une meilleure, un épanouissement plus satisfaisant, ça aurait pu changer. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on en a parlé hier, les éléments les plus dynamiques, les plus talentueux de la société s'en vont. Ils s'en vont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de partir à l'étranger si la France ne vous convient pas. Les jeunes étudiants, les bien formés, parce que malgré tout, le système français forme quand même un certain nombre de professionnels de bon niveau, de très bon niveau parfois, ils s'en vont. Ça veut dire que la France paie pour les former, et ils s'en vont. Parce que le système ne leur permet pas de s'épanouir. Ce n'est pas forcément une question de revenus, ça peut être une question de revenus, mais ça peut être aussi une question d'épanouissement personnel, d'accomplissement personnel. Si vous ne pouvez pas vous accomplir, pourquoi vous restez dans une société qui ne vous permet pas d'accomplir un projet? Donc, les systèmes, les éléments les plus dynamiques sont bloqués et s'en vont. Un autre élément qui se passe, c'est le poids des impôts. À l'époque, le poids des impôts était important. Et aujourd'hui, le poids des impôts est aussi important. Agnès Verdier-Molinier, dans son livre « On va dans le mur », avait recensé 360 impôts, et taxes et prélèvements. Je crois qu'en fait, on n'en sait rien, mais on va dire au moins 360 impôts et taxes et prélèvements. Et ces impôts, en fait, tout le monde les paie. Mais on parle surtout des impôts qui sont visibles, et surtout l'impôt sur le revenu. Et l'essentiel, il y a des impôts qui sont vraiment peanuts, quelques centaines de millions d'euros, et ils fournissent quand même l'effroyable machine fiscale française. Mais les principaux impôts, comme l'impôt sur le revenu, sont des impôts sensibles. Ce n'est pas l'impôt qui rapporte le plus. La CG rapporte plus, la TVA rapporte plus. Mais l'impôt, on va dire sensible, parce qu'il touche la main de l'État, la main dure de l'État va dans le portefeuille des Français, et ils le ressentent, c'est l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu pèse sur une très petite partie de la population. Vous n'avez pas, à part la CSG ou la TVA, d'impôts qui sont vraiment universels. Et puis nous avons un contexte, le contexte de crise. Alors nous avons vécu la crise financière, nous avons la crise économique dont la France ne se revient pas. Au XVIIIe siècle, il y avait crise frumentaire, d'alimentation et autres. Donc il y a toujours un contexte de crise. Ça veut dire que la situation n'est pas bonne et les crises ont peur de grands changements brutaux. Grands changements brutaux, inattendus et non souhaités, avec des conséquences dans un premier temps néfastes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui paient les conséquences de la crise. Donc depuis quelques dizaines d'années, la France n'arrive pas, contrairement à d'autres pays européens ou du monde, à se sortir de cette situation de crise dans laquelle elle vit. Alors les finances de l'État en ruine. Alors le prédécesseur de Turgot voulait décréter la banqueroute pour 22 millions de livres de déficit du budget de l'État. Je crois que maintenant on ne compte plus. Il faut aller sur Internet pour savoir exactement quelle est la dette publique. Ça tourne tout le temps, je crois, à dépasser 2200 milliards. Mais ce n'est pas tout. Vous avez des retraits des fonctionnaires qui ne sont pas provisionnés. Vous avez tout un tas de déficits qui sont masqués, qui n'apparaissent pas dans la dette. Et Emmanuel Martin, je ne sais pas si vous le connaissez, il a écrit un livre très intéressant où il explique que la partie émergée de la dette, c'est ce qu'on voit, les 2200 milliards et des poussières. Et puis il dit qu'il y en a au moins 6 milliards qui sont cachés sous le manteau. Donc ça ferait 8 milliards. Donc nous n'avons pas pu avoir... Les hommes politiques qui nous donnent des leçons, ils n'ont pas été capables d'équilibrer un seul budget depuis 1914 quand même. Si vous n'équilibrez pas votre budget année en année ou jour le jour ou mois par mois, la banque vous prête plus et vous vous retrouvez en faillite. Vous vous retrouvez à la surendettement où vous voulez. Depuis 1974, les politiques qui nous donnent des leçons d'économie n'ont pas été foutus d'équilibrer un seul budget. Il faut quand même le savoir. Et pourtant, ils n'arrêtent pas de vous prendre votre argent. Il faut aussi le savoir. Donc, une dette publique gigantesque, aucun budget équilibré, ils n'ont des leçons. Bon bref, l'État est en ruine. Et tout ça s'entraîne le discrédit de l'appareil politique. Quand on interroge les Français, tous les Français vous disent, les politiciens, j'en veux plus, c'est tous des voyous, des corrompus, etc., etc.
Alors, vrai ou faux, c'est pas le débat aujourd'hui. Ce qui est grave, c'est que l'appareil politique, c'est-à-dire les personnes qui nous gouvernent en principe, sont des gens qui, pour les Français, ont fait confiance. Cette confiance-là n'existe plus entre les gouvernants et le peuple. Il y a un discrédit de l'appareil politique. Ce discrédit de l'appareil politique existait aussi au XVIIIe siècle. Donc, il y a quand même pas mal de circonstances qui font que... Ah mais j'ai mis 2 fois. Hop, on change, voilà. Et qui font qu'il y a toujours un risque, mais les circonstances sont les mêmes. Alors après, on dit que l'histoire ne repasse jamais les plats. Bon, même s'il y a des éléments qui sont communs, l'évolution peut être différente parce qu'à chaque période de la vie d'une société ou d'une nation, il y a toujours des choix à faire. Ces choix peuvent être bons ou mauvais et on peut aller dans une bonne direction. Malheureusement, à mon avis, la France, depuis quelques dizaines d'années, a toujours fait les mauvais choix. Voilà. Pourquoi est-ce qu'une révolution a lieu? Alors on a vu quelques petits éléments tout à l'heure. Souvent on parle du côté matériel, c'est-à-dire on dit quand les Français ont beaucoup à perdre, bon, ils sont quand même un pays qui est riche, ils ont quand même des biens, ils ont des familles, ils ne vont pas se révolter comme ça. En fait, ça existe, ça compte. Mais il faut pas oublier que dans l'Ancien Régime, en France, la France était aussi relativement prospère. Ça comptait, la société était bien établie, personne ne remettait en cause le roi, personne ne remettait en cause le système des classes. C'était solide. Pourtant, il est tombé. En mai 68, c'était la période 30 glorieuse, mais la France s'ennuyait. Et il y a eu mai 68. Il y a toujours des événements qui sont imprévisible si on se contente simplement de regarder le côté matériel. Je pense que il y a une révolution se passe en fait quand les gens n'ont plus d'espoir. Vous savez, on dit toujours qu'il ne faut pas acculer un chien dans un coin parce qu'à ce moment-là, il y a d'autres solutions que de se jeter à votre gorge. Si les gens n'ont plus d'espoir, si les gens n'ont plus de système de sortie, ils ne verront pas d'autre solution que de se révolter. Et la révolution peut être à ce moment-là violente, et elle peut déboucher même sur le chaos, la guerre civile. C'est l'espoir, quand les gens n'ont plus d'espoir, même si leur situation matérielle est encore, on va dire, valable, si les gens n'ont plus d'espoir, s'ils n'ont plus d'espoir pour eux-mêmes, pour leurs enfants, etc., à ce moment-là, le désespoir peut entraîner de manière complètement inattendue et de manière complètement aléatoire un élan qui serait un élan révolutionnaire. Donc, il n'y a pas que le côté matériel à tenir compte, il y a aussi le côté psychologique. Ce qui est certain, c'est que l'histoire va nous surprendre toujours. On ne sait jamais ce qui va sortir d'un événement comme un effondrement ou une révolution. Parce que nous sommes dans une situation où on peut arriver à une révolution, mais aussi on peut arriver à un effondrement. C'est-à-dire la France s'effondre, les institutions s'effondrent, c'est un chaos, et personne ne sait ce qui va se passer. Donc en vérité, à mon avis, personne ne sait ce qui va se passer dans les années à venir. Personne ne sait si le gouvernement va s'en sortir par miracle, personne ne sait si le gouvernement Macron va tenir 3 ans ou 5 ans ou 10 ans, personne ne sait sur un nouveau gouvernement, personne ne sait s'il y aura une révolution, personne ne sait si elle sera pacifique, personne ne sait sur un effondrement, un chaos, une guerre civile. Aujourd'hui, personne ne le sait, il y a plusieurs chemins qui sont ouverts. Donc, je vais vous proposer de faire, voilà, Demain la Révolution avec Frédéric Bastiat. Alors, j'ai mis Bastiat 2017-2022. Alors ça, c'est un petit hommage à Jacques de Guénin, qui était fondateur du Cercle, parce que il avait mis, en 2012, on avait fait un week-end de la liberté, on avait fait Bastiat 2017. Bastiat 2017, c'était si en 5 ans, les hommes politiques sont touchés par la grâce, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Quel est le programme libéral? Et on l'avait publié, comme je l'ai mis sur la petite brochure que vous avez, on a publié le programme Bastiat 2017, enfin le programme. Et vous pouvez constater, si vous le reprenez, que rien n'est appliqué évidemment, parce que Bastiat en France n'a pas l'influence qu'il mériterait. Alors j'ai mis Bastiat l'espoir parce qu'en fait, nous libéraux, nous sommes l'espoir. Contrairement à ce que les gens pourraient croire, nous sommes le dernier espoir, on va dire, de la société française. En gros,
j'ai procédé de la manière suivante. J'ai dit, on doit quand même mettre en avant l'œuvre de Frédéric Bastiat. Donc je vous ai fait un petit quiz. J'ai redisséqué le programme de Bastiat de l'époque, qu'on avait fait à l'époque. J'ai repris Jacques Garello, je ne sais pas s'il est là ou s'il est parti. J'ai repris aussi le programme qu'avait fait, petit programme qu'avait fait le groupe de travail de Jacques Garello avant les élections présidentielles. Je l'ai fondu, entre guillemets, à la sauce Bastiat, de façon à ce que vous puissiez trouver dans les œuvres de Bastiat la référence à la mesure. Donc là, j'ai mis « L'État ne se disperse pas ». Vous avez vu tout à l'heure, l'État fait tout. Il se concentre sur ses fonctions régaliennes et le filet de sécurité. Les fonctions régaliennes, ça avait été du roi, hein. Donc c'est le cas dans ce moment d'en parler. Les fonctions régaliennes, ici il y en a 3, c'est la police, la justice et l'armée. En gros, la sécurité, c'est ça. Le premier, je vous ai mis dans la petite brochure aussi, les 2 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils sont utiles, vous pouvez les relire, et les gouvernants actuels pourraient les relire aussi. Donc, en gros, la sécurité. L'État assure la sécurité des Français et l'État respecte les droits naturels. La liberté, la propriété, la personnalité. Le seul rôle de l'État, c'est de faire en sorte que tout le monde, y compris lui, respecte les droits naturels, individuels, universels. Et il réprime les personnes, quelles qu'elles soient, qui portent atteinte à ces 3 droits universels. Et je vous invite à lire la loi, qui a été publiée en 1850. Ça, c'est le français de Bastiat. Donc, je vais vous les lire. Donc, en effet, l'État, ne l'oublions jamais, n'a pas de ressources qui lui soient propres. Il n'a rien. Il ne possède rien qui ne prenne aux travailleurs. Vous n'avez pas à le chercher, sa propriété, loi. C'est toujours vrai. L'État n'a rien. Il vous pique votre argent de 360 manières différentes, mais il vous le pique. Pour moi, je pense que lorsque le pouvoir a garanti à chacun le libre exercice et le produit de ses facultés, réprimé l'abus qu'on peut en faire, maintenu l'ordre, assuré l'indépendance nationale et exécuté certains travaux d'utilité publique au-dessus des forces individuelles, il a rempli à peu près toute sa tâche. En dehors de ce cercle, religion, éducation, association, travail, échange, tout appartient au domaine de l'activité privée, sous l'œil de l'autorité publique, qui ne doit avoir pour mission qu'une mission de surveillance et de répression. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On doit réprimer les atteintes aux droits naturels, propriété, liberté, personnalité. Ce petit programme, vous le retrouverez en fin, toujours en hommage à Jacques, je l'ai mis à la fin. Les ressources, je vous ai dit 3 parties. Les ressources des gens. On dit souvent que la France est irréformable. Ou on dit aussi que dans une réforme, il y a des gagnants et des perdants. Alors si quelqu'un vous dit ça, c'est un socialiste. C'est un adepte de la spoliation légale. Ça veut dire j'ai spolié quelqu'un pour te donner les sous. Donc il y aura automatiquement des perdants. Et c'est ce qui est passé dans l'Ancien Régime. Quand il y a plus de perdants que de gagnants, ça coince. Ou quand les gens pensent qu'il y a plus de perdants que de gagnants, ça coince. Les hommes politiques, quand ils font une réforme, ils regardent comment ça me porte de voix. Il y a plus de gagnants que de perdants. Les perdants, ils votent pas pour moi. Les gagnants votent pour moi. J'y gagne. C'est pas du tout l'idée des libéraux. Pour les libéraux, dans un système libéral, tout le monde y gagne. Et si vous voulez faire une réforme, il faut que tout le monde gagne. Et ça, c'est tout le monde gagne, ce n'est pas dans l'ADN des socialistes. Il faut commencer par donner aux individus la libre disposition et l'intégralité des revenus pour tous. Alors pour un salarié, c'est le salaire complet, ça tout le monde sait après ce que c'est. C'est le salaire, son salaire, les charges sociales, les charges patronales et puis toutes les autres taxes que vous avez sur votre bulletin de salaire, qui en fait c'est votre argent à vous, hein, c'est pas l'argent du patron. Et puis pour quelqu'un qui n'est pas un salarié, c'est l'intégralité du chiffre d'affaires qui est diminué des frais nécessaires à l'exercice de sa profession. Alors les taxes, la TFE par exemple, ou l'impôt sur les sociétés n'est pas nécessaire à l'exercice de la profession. Si l'État rend l'argent aux Français, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand les Français verront, et ça va faire très rapidement, hein, verront sur leur feuille de paye ou sur leur bulletin, sur leur chiffre d'affaires que tout leur appartient, tout leur revient,
avant que quelqu'un se descende dans la rue en disant camarade, je vais vous repiquer ce que vous voulez recevoir sur votre fiche de paie, c'est quand même bien du courage. Donc si vous rendez d'abord l'argent aux Français, si vous leur rendez cet argent, après si quelqu'un descend dans la rue en disant il faut revenir en arrière, je vais vous repiquer cet argent, ça se discute. Mais il ne faut pas que l'État prenne d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Donc il faut un seul impôt. Bastien a dit il faut un seul impôt. Proportionnel, rien à voir avec la progressivité, et sur le revenu. On en a parlé hier. Quand un seul impôt remplace 360 impôts, à ce moment-là, les gens savent que ça coûte l'État. Donc, vous dites, vous leur donnez leur argent et vous leur reprenez 44%. Vous dites, oula, on se calme. Donc à ce moment-là, ils ont les moyens et vous pouvez le réformer par la concurrence. Vous n'êtes pas obligé de supprimer le service public. Vous dites, choisissez. Vous avez vos sous, choisissez. Donc, quand quelqu'un se lève le matin et qu'il a son salaire complet, il va à la pompe à essence, il paie son essence 40 centimes au lieu de la payer 1,20 €, il va acheter une voiture, elle ne coûte plus 10 000 €, alors on enlève l'impôt sur les sociétés, etc., etc. 44% de charge, on parle de 44%, on dit un tiers. Sa voiture qui ne vaut pas 10 000 €, elle en vaut 7 000, et il y a un gars dans la rue qui lui dit on revient en arrière. Ça se discute aussi. Donc, vous allez, si vous ne faites pas ça, vous aurez du mal à faire comprendre aux Français qu'ils ont intérêt à adhérer aux réformes libérales. Donnez-leur leur argent et ne leur reprenez pas. Ils sortent dans la rue, ils voient que les prix ne sont pas les mêmes, ils ont le bulletin de salaire, ils voient qu'ils ont des sous. Ça permet de faire les choses. Donc après, baisse des impôts et baisse des dépenses publiques, ça c'est très très commun chez les libéraux. La baisse des dépenses publiques, vous ne les aurez. Rabioter 3 fonctionnaires par-ci, 10 fonctionnaires par-là, ça ne fera pas baisser les dépenses publiques. Si vous voulez baisser les dépenses publiques, il faut ouvrir la concurrence des services publics. Et si vous ouvrez la concurrence des services publics, pour les ouvrir, il faut le salaire complet et il faut un seul impôt. Sinon vous aurez du mal. La prévoyance et la solidarité. Une fois que vous avez rendu, ah oui, j'ai oublié de vous dire, alors ceux qui veulent se plancher là-dessus, vous pouvez lire la loi Justice, Fraternité, Paix et Liberté et le budget républicain. C'est dans votre petit bulletin, hein, vous l'avez. La prévoyance et la solidarité des salaires, Jacques Garello a lié un extrait des salaires hier, et vous avez justice et fraternité. Donc vous avez une prévoyance personnelle défiscalisée, puisque les Français ont tout leur argent, bien sûr qu'ils peuvent s'assurer. Parce qu'aujourd'hui on leur dit, mais comment veux-tu qu'ils s'assurent? Parce qu'on raisonne à partir du salaire net. Mais quand vous raisonnez à partir du salaire total, ils peuvent s'assurer, ils peuvent choisir. Donc ils peuvent assurer eux-mêmes l'assurance de leur choix contre la maladie ou préparer sa retraite. Et puis il y a un filet de sécurité. Alors actuellement nous avons toutes des aides. Nous avons des aides, tout ce que vous voulez, des aides à pierre ou autre chose. Mais il faut que les aides soient à la personne. Il faut une seule aide à la personne. Alors, elle les remplace toutes. Agnès Verdier, le principe est un peu le même. Hein. Agnès Verdier, il y a la même chose. Il faut qu'une aide sociale qui remplace toutes. Alors ça peut prendre cette aide à la personne peut prendre effet d'un chèque assurance santé si vous ne pouvez pas prendre votre assurance santé, d'un chèque scolaire, on a parlé aussi, pour avoir le libre choix de l'éducation, pour avoir un chèque logement si vous voulez chèque logement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce filet sur la sécurité est un filet transitoire. Ça veut dire que vous avez une difficulté, on va vous aider, il n'y a aucun problème, on va vous soigner, il n'y a aucun problème, vous ferez éduquer vos enfants, mais c'est provisoire. Et de toute façon, si un jour on peut même vous soigner si vous n'avez pas de sous, mais à un moment ou un autre, il faudra rembourser quand vous le pourrez. La liberté économique et la vie privée, là vous trouverez, c'est très abondant chez Bastia, la loi, propriété loi, profession de foi électorale de 1846, pardon. Ça c'est, lisez, la loi c'est plus long, mais profession de foi électorale du 146, c'est vraiment très 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 intéressant à lire. L'association pour la liberté des échanges, dans l'introduction est bien, et puis l'échange. Donc vous avez l'autonomie des établissements d'enseignement, ça on en a parlé hier. Alors autonomie c'est au sens large, vous avez l'autonomie, et là vous avez la concurrence, vous avez le libre choix par les responsables des établissements de recruter leurs professeurs et leurs enseignants, mais vous avez aussi les enseignants qui ont le libre choix d'aller travailler avec un proviseur qu'ils estiment être intéressant ou de qualité. La non-intervention dans l'État dans les entreprises, ça c'est la base quand même, c'est ce qu'on appelle la liberté économique, hein. On ne va pas revenir là-dessus. La liberté de relation propriétaire-locataire, alors ça c'est la liberté dans le logement. Voilà. Et l'autorisation de construire ne reposant que sur notre propriété. Je suis propriétaire, je fais ce que je veux, à une seule condition, je ne nuis pas mes voisins. Ça veut dire que tous ces PLU, plan d'occupation des sols, tout ce que vous voudrez, qui changent de sigle à chaque fois, mais qui veulent dire
dire que l'on réglemente le droit de propriété, donc on porte atteinte au droit de propriété, parce que toute réglementation est une atteinte à la liberté, et toute réglementation est une atteinte à la propriété. Donc un plan d'occupation des sols, quoi qu'on en dise pour le bien de qui voudrait, c'est toujours au détriment de quelqu'un, et c'est essentiellement au détriment des propriétaires. Donc vous avez des conséquences qui sont extrêmement néfastes, parce que nous avons aujourd'hui un marché du logement qui est effondré, qui est en crise totale, et ce n'est pas des mesurettes étatiques qui vont réformer la chose, on en a parlé hier, il faut vraiment libérer le marché du logement. Et puis après, liberté des cultes dans le respect d'autrui, ça c'est la base. Frédéric Bastiat a toujours été pour la liberté de conscience. Il est mort dans la foi catholique à Rome, mais pendant longtemps il s'est posé beaucoup de questions, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Si un jour je fais une conférence sur Bastiat, je vous en parlerai. La justice intérieure et extérieure, la sécurité intérieure et extérieure, la justice et la paix. Alors, je vous ai une petite phrase là-haut qui est: Bastiat a révolutionné l'économie politique en la concevant du point de vue du consommateur. Pour étudier et réformer les services publics, il faut laisser la parole au consommateur. Ça veut dire que les services, on en a parlé hier dans le monopole, pour l'instant les services publics, ceux qui consomment les services publics n'ont pas le droit à la parole. Il est envoyé en monopole, ils le subissent. Si vous voulez, on ne peut pas savoir la rentabilité d'un service public, s'il est bon, s'il est efficace, puis de toute façon le prix est administré et les gens n'ont aucun choix pour y aller, pour aller ailleurs. Donc si vous laissez ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez diminuer les dépenses, laissez les gens choisir, ouvrez la concurrence des services publics. Donc je vous dis en premier, l'amour de la France. Alors, on dit souvent que les libéraux sont des personnes qui viennent de Mars, qui n'ont pas de patrie, pas de famille, pas de région, etc. Ce sont des mondialistes, mais les mondialistes au sens péjoratif. Alors, c'est vrai que alors j'ai mis l'amour de la France, mais j'aurais été allemand, j'aurais mis l'amour de l'Allemagne, j'aurais été suisse, j'aurais mis l'amour de la Suisse. Hein, c'est pas, le problème n'est pas là. J'ai mis l'amour de la France parce que on a quand même le sentiment dans ce pays que l'amour du pays disparaît. Quand vous regardez les sondages, et quand vous lisez, par exemple, est-ce que vous vous sentez français? On va revenir à la conférence d'hier matin. Est-ce que vous vous sentez français? Alors il y a beaucoup de personnes qui répondent oui, mais il y en a quand même parfois une majorité, dans certaines catégories, une majorité qui répond non. Et ça, c'est tracassier. Parce que je vous parlais tout à l'heure de la société divisée, si vous n'avez pas le sentiment d'appartenance à une même communauté, les conflits sont plus faciles à sortir. C'est plus facilement conflictuel. Donc j'ai remis l'amour de la France. Si vous lisez Bastiat, l'État, le licenciement, le percepteur, les armements en Angleterre, vous verrez que Frédéric Bastiat est un amoureux de son pays. Même s'il est libéral, même s'il pense que les marchandises et les gens doivent circuler, même s'il pense qu'il faut que les commerçants sont pacifiques, même s'il pense qu'il ne faut pas faire la guerre d'agression à personne, Bastiat est un amoureux de la France. Il ne faut pas l'oublier. Et je pense que l'amour de la France est quelque chose qui n'est pas assez mis en évidence par les libéraux. C'est mon avis. Le libre-échange et la paix. Pour Frédéric Bastiat, l'un est la condition sine qua non de l'autre. Si vous n'avez pas de libre-échange, vous n'aurez jamais de paix. Parce que le libre-échange entraîne ce qu'on appelle l'harmonie, parce que Bastiat, c'est beaucoup de sur l'harmonie. Pour Bastiat, l'harmonie, ce n'est pas que l'économie, ce n'est pas que la paix. L'harmonie, c'est l'ensemble des êtres humains qui vivent harmonieusement entre eux. C'est plus que la paix, c'est plus que l'absence de guerre. Donc l'harmonie est une condition, j'ai mis l'harmonie est l'enjeu de ce quinquennat. C'est vrai, les libre-échange et la paix, et l'un est la condition sine qua non de l'autre. Il n'est pas possible d'avoir la paix si vous fermez les frontières. Il n'est pas possible d'avoir la paix si vous mettez des sanctions économiques. Le protectionnisme intelligent, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les citoyens partis prendre leur sécurité et la légitime défense redéfinie. Alors Bastiat est un partisan il dit chacun d'entre vous a droit de défendre, y compris par la force, sa propriété, sa liberté, sa personnalité. Et vous pouvez déléguer ce droit à une collectivité supérieure. Mais ce droit vous appartient, vous pouvez le reprendre. Ce qui se passe, c'est que au fil des décennies, l'État français a confisqué le droit de légitime défense. Et c'est lui qui prétend pouvoir défendre les Français. Alors quand on voit l'efficacité avec laquelle il nous protège, que ce soit contre le terrorisme, contre les délinquants à droit commun, on peut se poser beaucoup de questions. Et les Français devraient demander à pouvoir redéfinir, Guillaume Janson en a parlé hier, ce droit de légitime défense. L'armée.
Alors je l'ai mis puissante, respectée, bien équipée, bien entraînée. Alors l'armée française est une puissante, je pense que les personnels ont beaucoup de mérite dans l'armée française. Respectée, bien équipée, respecter, ça dépend des moments. Mais quand un chef d'État se permet de tenser son chef d'état-major des armées de manière profondément irrespectueuse devant des personnes qui ne sont pas concernées, je pense que c'est un manque de respect et de savoir-vivre élémentaire. L'armée est bien équipée, non, nous ne sommes pas bien équipés malheureusement. Nous avons un porte-avions qui fait ce qu'il peut, mais qui va au radeau pendant 1 an et demi. Nous sommes obligés de cannibaliser nos avions pour intervenir. Donc nous avons une armée qui n'est pas équipée. Bien entraînée, oui, elle s'entraîne, la qualité des personnels n'est pas en cause. Par contre, les moyens qu'on leur donne pour s'entraîner ne sont pas suffisants. Donc pour Bastia, l'armée, alors même si Bastia est un pacifique, pour lui, les fonctions régaliennes, l'armée doit être quand même un élément important dans le pays. Tout à l'heure, hier on a dit, il y a toujours une armée dans un pays, soit la sienne, soit celle du voisin. Je pense que si les Européens, les Français en particulier, il leur reste un minimum de courage et d'honneur, ils ont intérêt à mettre une armée en place. Et une armée qui tienne la route. Et je pense que les Espagnols qui dépensent encore moins que nous pour la défense nationale, les Allemands, les Italiens, s'il leur reste encore un peu de courage, ils ont aussi intérêt à mettre une armée en place. J'ai dit. La police et la justice débarrassées des faux délits engendrés par les faux droits. Alors, les faux droits, c'est tous les droits à, comme on dit maintenant, les possibilités de droit à la santé, droit au travail, etc. En France, ça engendre des faux délits, des fraudes, ce qu'on appelle des fraudes, fraude droit du travail, fraude fiscale, tout ce que vous voulez. Ce sont des faux délits qui parasitent le système judiciaire, qui font, ça se traite au pénal, hein, qui font que les vrais délits, eux, ne sont pas traités parce que c'est pas politiquement correct, on l'a vu hier, de traiter des délinquants de manière rigoureuse. Par contre, un fraudeur, alors lui, il se fait aligner sans aucune pitié. Donc il y a la justice, le système judiciaire dévie vers la protection du système plus que vers la protection des biens et des personnes. Donc il faut recentrer cet état-là. Alors c'est pas forcément la faute des magistrats, et des magistrats qui font bien leur travail, mais les lois et l'orientation qu'on donne à ce système n'est, à mon avis, pas bonne. Si on parle, j'ai mis la police et la justice doivent être impartiales et voilà, impartial. Impartial, j'ai oublié égalitaire. Alors impartial, ça veut dire qu'ils ne prennent pas parti. C'est banal, mais on peut considérer, quand on se met à un autre niveau, que la justice ou la police parfois prennent parti. Ils souhaitent égalitaire. Alors je ne l'ai pas mis sur la diapo, je l'ai mis sur une autre. Égalitaire, ça veut dire quoi? C'est la seule égalité qui compte, c'est l'égalité devant la loi. Qui que vous soyez, vous devez être traité pareillement. Donc c'est la même chose. Quand nous, petites gens, on regarde comment la justice ou la police traite les individus, on traite de manière qui ne sont pas égales, et ces individus ne sont pas égaux devant la loi. Alors, les magistrats ou les policiers peuvent dire mais non, on traite tout le monde pareil. C'est peut-être vrai, mais ce qui compte, c'est le sentiment. Si les Français ont le sentiment de ne pas, à tort ou à hasard, le sentiment de ne pas être traités de manière égalitaire ou de ne pas être traités de manière impartiale, c'est pas bon. Parce qu'ils ne vont pas faire confiance au système judiciaire, ils ne vont pas faire confiance au système policier. Et si ils ne font pas confiance au système judiciaire ou au système policier, on est quand même mal parti. Donc il faut qu'ils aient des moyens matériels, humains et législatifs suffisants. Législatif, c'est l'adaptation des lois à la protection des biens et des personnes. Et puis les vrais, recentrer le système sur la protection des droits naturels, qui sont la liberté, la propriété et la personnalité. Les moyens matériels, on en a déjà parlé hier. Les moyens matériels, c'est important aussi. Enfin, je dirais une dernière chose. Actuellement, on traque beaucoup les fraudeurs. On leur fait des conditions pour revenir ou ne pas revenir, etc. Je pense dans la situation où se trouve la société française aujourd'hui, si on veut éviter une révolution ou un conflit, le pardon est quelque chose qui va être inévitable. Et l'amnistie aussi. Alors, on pense toujours au pardon ou à l'amnistie des personnes qui sont parties à l'étranger avec leur fortune. Ceux qui ont soustrait leur richesse à la position égale. En gros, ils ont dit « j'en ai marre de me faire voler, je m'en vais. Et je vais créer des richesses ailleurs ». Ces gens-là sont très mal vus en France. Je pense qu'il faudra une amnistie. Mais je pense aussi que l'amnistie devra s'étendre à toutes ces personnes qui profitent
de manière plus ou moins claire, on va dire, ou légale, de l'État-providence ou la spoliation. Il devrait y avoir, non pas le grand lessivage, comme a fait la révision de 89, mais une grande amnistie. Ça veut dire, si on veut repartir sur des bases de scène, bon, il y en a qui ont fait des bêtises, on oublie tout, on repart à zéro, et on repart avec des réformes intéressantes. Sinon, il va toujours y avoir des rancœurs, il va toujours des choses qui vont ressortir, et on ne pourra pas bâtir une société saine si à un moment on ne tire pas un trait sur le passé en faisant une loi d'amnistie. Alors c'est peut-être mon éducation catholique qui veut qu'à un moment on sache pardonner, mais je crois qu'à un moment ou un autre, le pardon dans notre société et l'amnistie dans notre société va être indispensable. Alors je vous remercie.